Bonsoir à tous, bienvenue à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui ont fait le choix, à mon avis, le bon choix d'être avec nous ce soir. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne grâce à la magie des webinaires qu'on a plus qu'expérimenté dans la crise sanitaire qu'on vient de traverser. On peut mettre ça au passé. Donc bienvenue, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, un mot quand même pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous ont rejoints ce soir. On est un peu l'ambassade de ce territoire, ces territoires très, très pluriels, très divers, et on a pour mission de rassembler cette région, de la faire rayonner, d'en donner toute la visibilité à toutes ses forces, tous ses atouts, tous ses savoir-faire, dans toutes les dimensions d'un territoire aussi riche et aussi vaste qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, une mission aussi d'appui au développement. Je fais juste une parenthèse aussi pour dire qu'on est aussi ici un pied-à-terre professionnel pour des entreprises qui peuvent, chez nous, à tarif très préférentiel, si elles sont domiciliées en Nouvelle-Aquitaine, occuper des salles comme celle dans laquelle on est ce soir ou bien d'autres à ce niveau ou au 6e étage pour des réunions, des rendez-vous, des séminaires, etc. Voilà, la parenthèse pub est refermée. Et donc, je disais ambassade et donc que serait une ambassade, ce sont ces ambassadeurs. Donc, on a aussi envie de mobiliser l'ensemble de ceux qui participent à la notoriété, au rayonnement de cette région. Et on s'est dit que parmi ces ambassadeurs, eh bien, il y avait les alumni des formations néo-aquitaines, parce que ceux qui ont fréquenté une école ou une université dans la région en ont forcément gardé un très bon souvenir, qu'ils en soient jeunes diplômés ou un peu moins jeunes diplômés. L'idée, c'est de faire durer l'attachement qu'ils peuvent avoir eu avec le territoire qu'ils ont fréquenté. Et donc, on a ouvert ce cycle de table ronde il y a déjà 2 ans avec un grand nombre d'écoles et d'associations d'alumni. Ce soir, on a la chance de travailler avec l'association des alumni de l'EXI, l'école d'ingénieurs à La Rochelle. Et d'ailleurs, ce sera cette école qui nous fait l'amitié d'offrir, pour ceux qui ont choisi d'être là, le cocktail dînatoire qu'on aura tout à l'heure. Je fais une parenthèse produit néo-aquitain pour dire qu'on dégustera des huîtres de Marais-Noléron et des produits basques, des charcuteries basques de Pierre Oteiza. Voilà, c'est pour donner déjà envie de l'après table ronde, puisque on a appelé, nous, ces événements à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine des apéros de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est le cycle d'événements qu'on organise ici. Bienvenue à cet apéro. Vous dire aussi que celui de ce soir, comme tous les autres, sont parrainés, mécénés, accompagnés par 2 entreprises que sont EDF et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui nous permettent d'organiser ce cycle de table ronde. Donc merci à ces 2 partenaires fidèles. Et puis dans les co-organisateurs, on aime associer les professionnels du domaine traité. Ce soir, on va parler de bâtiments et de transition écologique, de bâtiments durables, et donc quoi de plus naturel que de travailler avec Odeis, qui est le présentera, mais le cluster dédié en Nouvelle-Aquitaine. Merci vraiment à l'ensemble des partenaires. Merci à notre animatrice Laurie de organiser et donner toute la cohérence à ce sujet qui s'annonce passionnant. Merci à l'ensemble des intervenants. Je crois que je n'oublie rien, et donc je voudrais remercier le dernier mais non des moindres partenaire qui est le conseiller régional, et laisser la parole à Florent Lacarrère, qui est conseiller régional délégué au bâtiment notamment, et qui va pouvoir introduire après moi cette table ronde. Bonne soirée à tous. Merci. Donc effectivement, on va laisser bonsoir à tous. Donc je suis Laurie, votre animatrice ce soir, donc autour de ce vaste sujet, la filière bâtiment face au défi de la transition écologique. On va laisser la parole donc à Florent Lacarrère, qui va nous en dire plus sur les politiques régionales qui sont prises aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Florent Lacarrère, je suis délégué au logement et à l'efficacité énergétique à la région de Nouvelle-Aquitaine. Un petit mot d'abord pour remercier la Maison Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble des organisateurs de m'avoir proposé de participer à cette table ronde qui semble très enrichissante.
Alors, quelques chiffres pour commencer et introduire cette table ronde. Le secteur du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 60 000 entreprises, essentiellement des TPE, PME, 150 000 travailleurs salariés, TNS, artisans, pour un chiffre global de 11 milliards d'euros, répartis à 41% sur le neuf et à 59% sur la rénovation. Ces filières, elles ont pour nous un impact économique conséquent, et elles sont d'autant plus utiles et intéressantes qu'elles ne sont pas délocalisables, et qu'elles sont présentes sur l'ensemble du territoire. Le problème, c'est que ces filières, leurs produits, qui sont les bâtiments en Nouvelle-Aquitaine, représentent 41% des consommations régionales, notamment en termes de chauffage et de climatisation. Et donc, la rénovation énergétique des logements, des bâtiments, la conversion du secteur à la construction durable est un levier d'action essentiel pour la Nouvelle-Aquitaine. La philosophie du président Rousset en matière de transition énergétique et écologique, elle est claire, et y compris en matière de bâtiments. Le verdissement de l'économie régionale est une priorité, c'est un fait, mais pour nous, ce n'est pas de l'écologie punitive, ce n'est pas de l'injonction, c'est un accompagnement, une logique collaborative, une logique de filière qui s'est créée. La région est un échelon stratège s'il en est. Il s'est doté donc de documents cadres, de schémas directeurs propres à déterminer les conditions de notre stratégie écologique. Le premier d'entre eux, qui est bien connu, c'est la feuille de route Néoterra, le produit de centaines de scientifiques en Nouvelle-Aquitaine qui ont conduit à un verdissement de l'ensemble de nos politiques publiques. Et je vais développer aujourd'hui deux ambitions de cette feuille de route Néoterra. L'ambition 3 d'abord, qui est d'engager les filières dans la transition. Nous y sommes en plein aujourd'hui. Comment engager ces filières dans la transition, les accompagner sur leur développement durable, que ce soit les filières traditionnelles, notamment celles du bâtiment, et les filières émergentes. En s'appuyant sur l'animation de réseaux, la mutualisation de ressources, la création de partenariats et le développement de projets avec ces acteurs, toujours dans une logique de recherche et d'innovation. Alors comment faisons-nous cela? Nous co-construisons et nous animons des feuilles de route stratégiques dans les différentes filières. Nous soutenons la structuration et l'émergence de nouvelles filières. On va parler peut-être du chanvre ce soir. On soutient l'innovation en travaillant sur l'éco-conception, le biomimétisme. On crée des réseaux dans une logique de clusterisation. Et on soutient l'innovation, l'industrialisation des procédés avec une démarche de R&D, peut-être que Nobatec en parlera évidemment ce soir. L'ambition 5 également de cette feuille de route Néoterra, c'est développer un urbanisme sobre et durable. Ça passe évidemment par le bâtiment. Alors d'abord, l'urbanisme sobre, c'est évidemment s'intéresser à la désartificialisation, à la réduction de la consommation d'espaces fonciers en Nouvelle-Aquitaine. Cela passe par notre schéma d'aménagement du territoire, le SRADET, qui s'est doté d'engagements fermes en matière de réduction de l'artificialisation des sols. Et cela passe aussi par tout ce qui concerne la performance thermique des bâtiments et nos constructions durables. Alors, favoriser la rénovation énergétique globale de l'habitat individuel comme du logement collectif, un plan pluriannuel d'investissement dans nos lycées, dans nos CFA pour l'exemplarité en matière énergétique, mais aussi la formation des futurs professionnels du bâtiment aux pratiques éco-responsables, c'est toute notre politique de formation. L'utilisation de nouveaux matériaux, le chanvre, le bois, les matériaux biosourcés, c'est une nouveauté qu'il nous faut appréhender aussi. Et évidemment, on est là aussi pour contractualiser avec les filières du BTP pour les accompagner dans leur transition. Merci beaucoup, Florent. Je pense que tout à l'heure, Virginie pourra détailler un petit peu plus ces politiques nationales. On va maintenant laisser la parole à Thomas Ronchou, qui est chef de projet innovation Europe également, donc au cluster ODIS. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'un cluster, donc du cluster ODIS, et puis peut-être nous donner les grands chiffres de la filière bâtiment et construction? Oui, alors déjà merci pour l'invitation et la proposition de co-organisation de ce cycle de conférences avec la Maison de la Nouvelle-Aquitaine et puis les alumni de l'EXI. J'ai accepté volontiers, évidemment, en toute logique. On va le faire dans l'ordre. D'abord, je pense que je vais reparler un petit peu, m'appuyer sur les chiffres que donnait Florent Lacarrière côté bâtiment, et puis je vous parler de la mission d'ODIS dans tout ça derrière. Alors c'est vrai que le bâtiment, si on prend un petit peu de hauteur, c'est 26% effectivement en termes de contribution à l'émission de gaz à effet de serre en France. Donc c'est le deuxième secteur finalement derrière le transport et devant l'agriculture.
Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi j'en parle? C'est parce que déjà, comprendre aussi qu'on parle de transition écologique ce soir, mais finalement, ce sont les transitions, écologie, oui, mais environnement, sociétal, digital, et finalement, tous les secteurs qui ont entamé leur transition, parce qu'on voit que les émissions depuis quelques années, notamment pour le bâtiment, baissent, et finalement, tous dans les secteurs baissent, peut-être le transport qui stagne, et simplement pour comprendre l'enjeu colossal de l'impact carbone du bâtiment, c'est que déjà, on raisonne sur tout l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, on parle d'une durée de 50 ans, et finalement de la conception jusqu'à la construction, l'exploitation, voire la maintenance à la fin de vie, et la déconstruction éventuelle. Il faut quand même considérer l'impact carbone du bâtiment sur du très long terme. Et puis à côté de ça, on a quand même on peut parler du BTP, on a aussi des filières liées à l'aménagement, à l'infrastructure, donc plutôt aux travaux publics. Et puis à nos carrières et matériaux qui, elles aussi, sont directement liées au bâtiment et qui ont, ce qui explique aussi la part importante du bâtiment, parce qu'il y a des émissions directes et indirectes, et son poids important justement en termes de contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, et notamment CO2 en France. Alors après, effectivement, pour m'appuyer sur les chiffres en région, Nouvelle-Aquitaine, on a effectivement plus de 60 000 en établissement, on a 150 000 à peu près salariés actifs en région, ce qui en fait en termes de nombre de salariés et en nombre de recrutements aussi par an, la région Nouvelle-Aquitaine est constamment depuis quelques années dans le top 3 en France, des régions les plus attractives sur ces sujets-là. Pour plusieurs raisons, il y a de grands projets d'aménagement que l'on voit fleurir un petit peu partout, dans les métropoles, les communautés d'agglomération, en région Nouvelle-Aquitaine notamment. Et puis on voit apparaître au niveau national ce qu'on a appelé récemment, issu de plein de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais aujourd'hui on parle de la nouvelle stratégie nationale bas carbone, dont le principal objectif est d'atteindre la neutralité carbone pour la France en 2050. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit le bâtiment dans tout ça, comment y contribuer? Il y a plusieurs leviers. La neutralité carbone, pour faire simple, il n'y a pas grand chose à y faire. C'est d'une part réduire ses émissions, de l'autre compenser, stocker, capter et séquestrer le carbone pour pouvoir compenser les émissions, on va dire, incompressibles. Et donc le bâtiment là-dedans a quand même des leviers pour pouvoir contribuer à son niveau à l'atteinte de cette neutralité carbone. Il y a évidemment le sujet de la rénovation énergétique, on en a parlé. On parle de 300 000 rénovations complètes à échéance 2030, on est loin. 700 000 à l'échelle 2050. C'est quand même un gros sujet, la rénovation énergétique, effectivement, pour diminuer les passoires énergétiques en France. On a le sujet de la construction neuve, où là, effectivement, le sujet des filières, matériaux, bio, géosourcés, évidemment des équipements sobres aussi en consommation, et puis de l'approvisionnement en filières et en matériaux locaux, qui est un gros sujet. On a la question plutôt de la transition sociétale, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, sur la sobriété des usages sur lesquels il faut aussi travailler, repenser finalement notre fonctionnement dans le bâtiment, puisqu'on y passe 95% de notre temps, que ce soit notre logement individuel, nos bureaux, nos activités, nos commerces, et donc finalement repenser la façon dont on ventile, dont on climatise, dont on se chauffe, dont on branche nos équipements. Ça aussi, c'est un sujet qui va contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, le fait de décarboner tout ce qui va être lié aux consommations, travailler sur le fait de sortir du fuel quelque part, et puis travailler sur des énergies renouvelables. On peut parler du solaire, de la géothermie, des réseaux de chaleur urbains. Donc ce sont ces 4 leviers. À côté de ça, les puits de carbone pour, de l'autre côté, séquestrer un petit peu. Il y a beaucoup de sujets autour des technologies de stockage, finalement, du carbone, notamment dans des bâtiments plutôt industriels, et les sites. Le puits de carbone principal de la France reste quand même nos forêts. Voilà. Et puis une fois qu'on a dit ça, finalement, comment mettre tout ça en musique et faire en sorte que les acteurs puissent s'emparer de ces sujets-là? Il faut tout simplement mettre des mesures autour de ça. Alors tout simplement, il y a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, on entend parler de la réglementation environnementale 2020. On peut parler de labels sur les chantiers zéro carbone, par exemple, qui sont là aussi pour encourager des politiques environnementales autour de la gestion des déchets, du choix autour des produits, des chantiers propres. Voilà, c'est des sujets qui émergent et qui font que les acteurs s'emparent de toutes ces thématiques. Il faut accompagner, encourager aussi la recherche et le développement. On en parlera tout à l'heure sur les matériaux qui sont développés, que ce soit les matériaux, les équipements d'ailleurs, innovants, bas carbone. Et puis, in fine, il faut aussi encourager, parce que c'est derrière de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, donc il y a aussi de gros besoins en montée en compétences et en formation des acteurs. Ça aussi, ce sont des sujets dont la région s'empare d'ailleurs qu'il faut accompagner. Donc ODI, à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, on est là pour accompagner ces acteurs dans le développement de leurs projets, dans la recherche de leurs partenaires, de financement pour sortir aussi les projets de terre, et puis pour accompagner dans la réponse aussi en besoin de formation.
Puis on a une démarche qui s'appelle Bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, je finirai là-dessus, qui permet d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la montée en qualité de leur opération, voilà, à travers toute une méthodologie d'accompagnement de leur équipe de maîtrise d'œuvre, qui permettent de grimper finalement, de passer le gap un petit peu de tous les sujets qu'on évoque là pour pouvoir finalement réaliser des opérations plus performantes que ce qu'on faisait auparavant. Voilà un petit peu, je m'arrête là et puis je laisse la parole aux camarades suivants. Merci beaucoup Thomas. Donc, je vais maintenant appeler du coup Virginie Thomas. Donc Virginie Thomas est chargée de mission filière construction durable, donc service filière verte, bleue, le pôle développement économique et environnement. Et puis Laure Francfort qui est coordinatrice de projet chez Mobilière Sud-Atlantique. Donc on va attaquer ensemble donc, la partie sur les dispositifs de soutien à la filière, donc, dont Florent a déjà un petit peu parlé, et puis on va illustrer tout ça autour d'un projet concret, donc un projet lauréat bâtiment du futur. Virginie, est-ce que tu peux donc nous parler un petit peu des filières, te représenter et puis nous donner encore une fois un petit peu le compte-rendu de ces politiques régionales qui sont prises en région Nouvelle-Aquitaine? Avec plaisir, merci. Donc, Virginie Thomas, moi je travaille au service filière verte et bleue, donc à la Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, au pôle économie-environnement. Et en fait, mon rôle, c'est de travailler en lien avec les acteurs de la construction durable en général. Donc, ça veut dire que je vais travailler, j'ai cette chance avec ODIS, donc Thomas, vous avez vu, il y a toute une équipe derrière, il y a 13 personnes, avec la CERC, la cellule économique régionale de la construction, qui apporte également beaucoup d'informations à l'ensemble des acteurs du BTP, et également, bien sûr, avec les organisations professionnelles que sont la FEB, la CAPEB, la FRTP pour les travaux publics, et UNICEM, carrière et matériel. Voilà, et puis on a aussi des acteurs qui sont des bureaux d'études exemplaires, des agences qui accompagnent les projets exemplaires. Donc, vous aurez un exemple tout à l'heure avec Julien. Donc, voilà, on a vraiment un travail qui est mené en collaboration. Donc, c'est vraiment le travail des filières avec l'ensemble des acteurs de la région. Ça, je souligne parce que sans eux, on n'aurait pas pu avancer sur des projets comme des DNA ou comme des structurations de filières. On a parlé, M. Laperrère, notamment la filière chambre, la filière paille, la filière terre crue aussi, qui commence pour laquelle on commence à avoir des données qui font qu'on va vers une structuration. Donc voilà, on a vraiment des acteurs qui sont moteurs au niveau de la région, et c'est important de le souligner. La région a vraiment une certaine avance dans ces domaines par rapport à d'autres régions. Voilà. Donc, concernant la filière chambre, en fait, quand on a commencé à en parler, on a d'abord mené une étude en 2016 sur le potentiel de développement de la filière chambre. On s'est vite rendu compte que cette plante avait des vertus incroyables, non seulement au niveau de la construction, mais également au niveau de l'alimentaire, ou encore au niveau de la santé. Le conseil régional, les élus ont donné leur accord pour qu'il y ait un accompagnement de cette filière de 2 ans. Donc, ça se termine là en mars 2022, ça a commencé en mars 2020. Et les consultants ont accompagné l'ensemble des acteurs de la filière sur différentes thématiques, dont la construction. Et en fait, l'intérêt du chanvre, c'est que c'est une filière qui est locale, qu'on peut transformer sur place à condition d'avoir les bons outils pour transformer la fibre de chanvre en chêne-botte, et ensuite mélanger un liant, notamment la chaux, pour pouvoir faire par exemple du béton de chanvre. Et l'intérêt de ce matériau, c'est qu'il est très performant au niveau énergétique. En termes de confort d'été, c'est également vraiment très, très intéressant. En termes de santé de l'usager et de l'artisan également. Et voilà, on travaille sur ça et on travaille actuellement sur la labellisation de la chêne-botte, en fait, issue de la région, pour avoir en fait une possibilité offerte à la maîtrise d'ouvrage. Alors, on a les bailleurs sociaux, l'URHLM, que j'ai passé tout à l'heure, qui est également moteur en fait dans ces transitions avec la création d'une commission environnement. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Nos bailleurs s'investissent. D'ailleurs, on accompagne des projets de bailleurs avec XL, l'école, sur une action qui s'appelle PHILOA. PHILOA, c'est en fait la mise en œuvre d'une étude de matériaux biosourcés dans les constructions des logements sociaux. Et en fait, on est en train de démontrer effectivement que peut-être qu'à la mise en œuvre, il y a une différence de prix, mais en fait, à l'usage, les économies qui sont réalisées permettent en fait de rendre vraiment intéressante l'utilisation de ces matériaux biosourcés dans les logements sociaux. Voilà, donc on a des acteurs, encore une fois, moteurs. La paille, c'est la même idée.
Il ne faut pas que j'aille... c'est bon? Pour moi, j'ai encore 2 minutes, mais on est... Ah oui, donc ça va très vite. La paille, en fait, on travaille aussi sur de l'isolation de paille en caisson de bois. Donc là aussi, on a bien avancé sur la structuration de cette filière. Et là, on travaille sur un projet de paille hachée qui est très utilisé notamment dans la rénovation et qui va proposer en fait une facilité de mise en œuvre. Parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner les acteurs sur des thématiques faciles à mettre en œuvre. Voilà. BDNA, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et on travaille aussi sur tout ce qui est matériaux de construction, déconstruction. On a une vice-présidente à l'économie circulaire, une thématique vraiment importante. Et on accompagne un projet qui s'appelle Hydre, Pyrénées-Atlantiques, Landes, où là aussi on a énormément d'acteurs qui sont présents, des collectivités territoriales, des associations, les compagnons du devoir, donc on travaille en collectif, qui veulent en fait permettre de développer l'utilisation de ces matériaux dans la construction, puisque dans la RE 2020, ces matériaux sont considérés comme bas carbone, donc il faut absolument les valoriser. Donc là aussi, on a un travail qui est mené avec eux pour développer en fait, et là la problématique c'est l'assurabilité. Et en fait, l'assurabilité pour tous ces matériaux, c'est le point important qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut des maîtrises d'ouvrage qui soient moteurs, qui soient prêtes à faire des ATEX de cas A, de cas B, pour qu'on puisse développer ces pratiques et qu'au niveau des bureaux de contrôle, des bureaux d'études, il y ait une acceptation vraiment facilitée de ces projets pour pouvoir en faire la promotion et les développer encore davantage dans la région. Merci beaucoup, Virginie. Je me permets de relayer une question en ligne. Alors, c'est une question piège, parce que je sais que ce n'est pas le cœur de votre métier dans l'accompagnement de plutôt économique régional, mais on nous demande s'il existe dans la région des aides pour les particuliers pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Pas par la région, hein. C'est pas directement. La région n'offre pas d'aide aux particuliers directement. Alors, pour les particuliers, ça passe par les plateformes territoriales de rénovation énergétique Oui, voilà. qui ont été déployées début d'année et qui font le lien justement avec les acteurs du BTP locaux et qui permettent de récupérer les C2E et de faciliter Voilà, qui accompagnent dans la mise en œuvre des dossiers délivrés par l'État sur ces thématiques. Merci beaucoup, Virginie. Alors, Laure, du coup, on va pouvoir passer à un projet, donc une illustration de projet. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'immobilière sur l'Atlantique, de ses engagements, et puis après nous décrire un petit peu le projet Naturae. Je crois qu'on a une petite illustration. Est-ce qu'on peut la passer? Vous puissiez voir à quoi ressemble ce projet qui est actuellement. Donc, de façon immobilière sud-atlantique, tout d'abord, c'est un acteur local en aménagement et en promotion immobilière qui rayonne à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans. C'est une filiale de la coopérative Procivis. Et donc, nos valeurs sont axées sur la production de logements orientés vers l'accession à la propriété. 70% de nos clients sont des accédants occupants. De plus, nos dividendes sont reversés à notre actionnaire Procivis, qui, lui, finance des actions sociales sur le territoire. Voilà. Et en quoi, du coup, le projet Naturae dénote on est soucieux de créer une vie pérenne, des vies pérennes pour nos futurs propriétaires. Donc, depuis 4 ans, on a intégré la démarche environnementale. Et donc, forcément, Naturae en est le plus bel exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de l'engagement architectural qui a été pris, des matériaux qui ont été utilisés pour ce projet? Avant ça, on a répondu à un appel d'offres en fait sur la ZAC d'Ambarès et la Grave couronne de Bordeaux Métropole. Et on s'est appuyé sur une équipe pluridisciplinaire qui était attachée aux valeurs environnementales. Donc, il y a le dauphin, c'est l'architecte. Il y a le BO environnemental 180 degrés qui est dans la salle. Il y a également, par exemple, la paysagiste Agnès Bourgeron qui ont vraiment été moteurs pour pouvoir aller dans ce projet. Les engagements de l'appel d'offres sont quand même très ambitieux, puisqu'on doit faire 100% de logements en résidence principale. Une ambition bas carbone, à l'époque, c'était du BBC Effinergie 2017. Des prix de vente plafonnés également. Et un minimum de 2 matériaux biosourcés à mettre en place dans ce projet. Notre projet architectural. On a essayé de respecter le terrain existant et de renforcer la qualité de l'habitat et des usages. Donc, on développe un projet de 37 logements répartis sur 5 lots, comme vous allez pouvoir le voir,
et on s'est posé sur la topographie existante. Chaque logement bénéficie d'un accès individuel et par des coursives extérieures pour s'intégrer au mieux à la forêt. Voilà. S'intégrer au mieux à la forêt existante. On a positionné le stationnement en rez-de-chaussée en dessous des logements pour préserver un maximum l'écrin vert et la biodiversité. Le plan MAS, comme vous le voyez, développe un îlot poreux d'est en ouest et favorise des percées visuelles. Et puis après, pour répondre à la conception bioclimatique, on a 100% des logements qui sont traversés et la plupart en triple exposition. Nous avons également choisi de préserver une ruine existante. Alors, on ne la voit pas sur les cartes, mais c'est une maison existante en ruine qu'on a décidé de transformer en espace commun pour la copropriété. Une démarche participative. Donc, au niveau des matériaux, bon, là, on a eu une ambition, on a essayé de pousser le curseur vers la transition économique. On fait un projet bas carbone niveau E2C2, qui est l'équivalent de la RE 2020 actuelle, mais ça a été fait en 2017, donc à l'époque, c'était ardu. On a un projet qui est quasiment conçu en biosourcé. Tout est en bois, sauf le socle d'assises du parking, puisque celui-là, il est en béton. On en avait besoin, sinon menuiserie, plancher, charpente, donc tout en bois. L'isolation des ossatures bois se fait avec de la paille et elle est recouverte de terre crue dans les pièces de vie. Voilà. Et on a également un peu de laine de bois dans le placo, de la ouate de cellulose dans les plafonds. Et donc l'idée, c'est de faire appel aussi à des professionnels locaux. Hein. On est vraiment sur du local, en tout cas. On est vraiment sur du local. Je continue quand même, je persiste. On a quand même un chauffage unique au poêle à granulés. On a des peintures recyclées. On a des réutilisations des végétaux sur site. D'accord. Et on récupère l'énergie des eaux grises dans chaque logement. Donc vraiment là, on a vraiment poussé le bouchon loin. Et par contre, effectivement, donc on fait appel à toutes nos entreprises sont du territoire, sont locales, qui travaillent sur le projet, comme notamment l'âme école qui s'occupe de faire les ossatures bois paille, qui est à Canéjan, à Environde, ou Durée qui fait la pose de terre crue, qui est également sur Bondine. Et les matériaux utilisés sont locaux, en tout cas de la région de Nouvelle-Aquitaine, puisque la paille vient de Charente-Maritime, les bois c'est le bois des pins de Landes, et la peinture recyclée ainsi que la terre sont également locales. Et je tiens à remercier ODIS d'ailleurs, parce qu'ils nous ont été d'une grande aide pour la mise en relation avec les différents prestataires. Merci beaucoup, Laure. Juste un dernier point. Je remercie également la région, puisqu'en fait, sans eux, on n'aurait jamais réussi à faire un projet aussi ambitieux, étant donné que nous avons sollicité le label Bâtiment du Futur à l'époque. Cette petite touche, effectivement. C'était important de le préciser, et donc grâce à cette subvention, ça nous a permis d'aller aussi loin dans le projet. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Est-ce qu'on a des questions par rapport au projet Naturalis ? Alors, on va pouvoir passer à la deuxième séquence, donc, qui est l'architecture et l'ingénierie au service d'une construction éco-responsable et performante. Donc, merci à vous deux. Je vais maintenant appeler Julien Cœurdevet. Et alors, donc, Julien Cœurdevet, qui est lui ingénieur cofondateur de 180 degrés ingénierie. Je vais demander à Cécile Jolas, qui est directrice développement de Tipeee, une plateforme technologique du bâtiment. Et puis à Manuel Barral, responsable développement chez Nobatech. Je vais vous rejoindre, merci beaucoup. Une question. Ah, alors allez-y. Alors, une question qui est: la filière bois est-elle suffisamment organisée et industrielle dans la Nouvelle-Aquitaine pour répondre à tous les besoins bois en construction dans 10 ans? Qui répond à Est-ce ça? qu'on a un de nos professionnels engagés? Ouais. Vas-y, allez. Ouais. En fait, la filière bois Nouvelle-Aquitaine, elle a différentes fédérations en fait qui se sont regroupées, donc qui travaillent ensemble. Il y a aujourd'hui la FCBA, Pibois, pour ne pas les nommer en fait, et qui travaillent en fait activement à proposer des modèles économiques, sachant que c'est vrai que la répartition du bois en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de petits propriétaires et que la région elle, est immense. Donc en fait, il faut réussir à travailler avec l'ensemble des acteurs du bois qui n'ont pas tous la même configuration.
Donc, il y a des transformations qui sont faites au niveau du pain des Landes. Il y en a dans les constructions, ça a été cité tout à l'heure quand on parlait de pain local. Donc, ça dépend en fait des essences qui sont utilisées, ça dépend de la mise en œuvre attendue. Mais en tout cas, il y a une action très forte de la région sur cette thématique, puisqu'on connaît les pénuries de matériaux, hein, on en entend tous parler. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner au maximum cette filière, notamment au niveau de la formation. Et on a des actions qui sont largement menées par notamment FIBOIS ou FCBA qui s'impliquent dans toutes les actions régionales en partenariat avec Tipeee et Nobatec, là, qui sont très importants aussi dans la mise en œuvre de tous ces matériaux dits biosourcés, hein, puisque le bois fait partie des filières biosourcées. Donc, voilà. Merci beaucoup, Virginie. Alors, Julien, on va donc parler. Donc, Julien est aussi intervenu sur le projet naturel que vous avez vu juste avant. On va parler de 180 degrés ingénierie, de ses engagements, un tout petit peu en présentation, en introduction. Et puis après, vous allez nous parler justement de bioclimatisme, de low-tech, de matériaux biosourcés. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour une petite explication d'où vient le projet de cette petit bureau d'études que j'avais créé en 2013, il me plaît à tenter de dire qu'on est une équipe d'artisans dans le domaine de l'ingénierie environnementale appliquée au bâti et à l'aménagement du territoire. Donc, on exerce depuis 2013, on est basé à Bordeaux et à Nantes, et ce sont aujourd'hui 5 salariés, dont 3 ingénieurs et 2 architectes ingénieurs, 2 prestataires, une assistante de direction et un ingénieur en environnement, un stagiaire architecte-ingénieur et un ingénieur gérant, moi-même. Cette équipe est issue de formations diverses installées à La Rochelle, à Nantes, à Albi, Strasbourg, à Metz, à Toulouse, à Sherbrooke, à Lyon, à Marseille, à Bourges et à Saint-Étienne. Lorsque je me permets d'emprunter la noble désignation d'artisan, c'est parce que nous recherchons les moyens permettant d'accéder au réanoblissement de nos métiers, la question des savoir-faire, la créativité, la curiosité, l'observation, le temps approprié à l'approfondissement des idées, l'humilité dans l'innovation, la transversalité, le dialogue et le respect mutuel. Ce sont des qualités qu'on essaie de faire d'imbriquer à tout niveau, que ce soit en interne, au moment de réunir des acteurs sur un projet de conception, ou alors de faire mieux se connaître, s'identifier les mondes de la conception et de la réalisation en chantier. Convaincu que le meilleur angle d'attaque de la question du dérèglement climatique et de l'épuisement du ressource est celui du bioclimatisme et des filières locales, on a amorcé nos travaux en 2013 par l'étude de différentes architectures vernaculaires présentes sur Terre, un échantillon. Pour comprendre quelles connaissances et talents étaient réunis à chaque fois pour répondre aux conditions locales avec ce que l'on avait autour. Nous avons commencé à découvrir la maîtrise des conditions hivernales par des moyens aussi frugaux que performants, idem pour l'été. Nous avons découvert l'association de phénomènes naturels complexes ayant trait à l'aérolique, à la capacité des matériaux à stocker et à déstocker de l'énergie, à stocker et à déstocker de la vapeur d'eau. D'abord sur des petites opérations d'habitat individuel dans différents climats, puis sur des opérations de logement collectif, puis sur des opérations dont les sollicitations internes sont à l'opposé ou très différentes de celles du logement, enseignement, bureau, chez. Nous avons exploré les possibilités de mise en œuvre de l'application de ces phénomènes. Ces dispositions ont été mises en musique avec la confiance de nos maîtres d'ouvrage, très important, le concours et la ténacité de nos partenaires architectes, ingénieurs, paysagistes, la curiosité des bâtisseurs pour ces innovations vieilles comme le monde, que nous leur soumettions. Et un nombre incalculable d'acteurs militants qui vibrent autour de tout ça, des autoconstructeurs, des associations, des laboratoires de recherche, des étudiants, les collectivités, etc. En complément à ces dispositions passives, dont l'efficacité est analysée et optimisée via des études de simulation thermique dynamique et d'éclairement naturel, concluant à la suppression totale des besoins en climatisation, très important, à la chute drastique des besoins de chauffage, l'augmentation de l'autonomie en lumière du jour, les choix d'installation technique se retrouvent totalement mis à plat. C'est donc bien en premier lieu la conjonction d'une approche bioclimatique avec les qualités associées de matériaux qui permettent cette première étape de sobriété, de réduction de besoins à la source.
En complément à les conclusions des études comparatives des sources énergétiques qui sont obligatoires sur chaque opération depuis longtemps, les puissances installées, l'investissement requis sur ces postes est totalement renversé par rapport aux opérations plus conventionnelles, ce qui a permis de pousser des dispositions autrement hors d'atteinte, comme ici, par exemple, la récupération de chaleur sur eau grise dans chaque douche. Donc dans chaque douche, il y a une récupération immédiate de chaleur sur eau grise. De sorte d'ailleurs de diminuer la consommation de ce poste, je veux dire, eau chaude sanitaire, qui n'est pas sur le projet Naturae, pardon, je reviens dans ce cadre-là, le projet incarne cette approche très fortement, d'une manière très, très poussée, comme l'a exposé Laure à l'instant. Et cette idée qui est pas encore très, je dirais, généralisée, cherche à travailler sur un poste de consommation d'eau chaude sanitaire qui n'est pas impacté évidemment par la qualité architecturale du bâti, puisque c'est la manière dont on prend des douches, la température auquel on prend des douches reste la même et pas impactée par la qualité du bâti. La bonne appropriation des futurs utilisateurs est travaillée en amont par la rédaction d'un guide d'usage qui leur sera remis et présenté afin qu'ils se familiarisent avec les gestes opportuns du quotidien. C'est un travail qu'on avait commencé avec Immobilière Sud-Atlantique dès je dirais, la phase conception, très tôt, de manière d'avoir des premiers éléments, d'échanger avec l'équipe d'Immobilière Sud-Atlantique, chez lesquels on secoue également les pratiques d'une partie de l'équipe, comme les personnes en charge de la commercialisation. Il a fallu évidemment qu'on discute de ce qu'est un logement aussi singulier, aussi éloigné de ce qu'on connaît couramment, jusqu'à la discussion sur les sources énergétiques. On a visé une indépendance assez forte du projet, mais avec la pénibilité ou d'aller, il faut aller chercher du granulé de bois pour équiper les chauffages. Mais dans une conjonction de qualité de réduction d'inconfort d'hiver et je dirais, d'autonomie vis-à-vis du poste de chauffage, ce fait-là est beaucoup plus admissible et ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a un retour très favorable sur l'installation de poêles à granulés dans les logements. On avait commencé à tester ça sur des petites échelles. Et que, en même temps, en plus, les rendements de combustion explosent. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus, et ça nous a paru intéressant, surtout dans les opérations où on a la certitude de ne pas avoir besoin d'aller faire du rafraîchissement ou de la climatisation. J'ai une petite question concernant les guides d'usage. Est-ce que vous aviez déjà eu d'autres retours sur d'autres projets sur ces guides-là? Donc, par rapport aux usagers, justement, ou aux promoteurs, quels étaient ces retours-là? J'ai été marqué par la réaction d'un groupe dans un bâti qu'on a livré en 2016 avec un petit peu la même équipe, en tout cas les mêmes architectes, Dauphin Architecture, pour Axanis, mais dans un projet d'habitat participatif, dans lequel on avait fait un peu essuyer les plâtres, si je peux dire, de changer d'échelle avec la mise en œuvre d'opérations bois, paille, terre crue destinées au logement, avec également là le choix du poêle à granulés comme source de chauffage principale. Et je me souviens qu'on a fait un guide, c'est un de nos premiers, peut-être vers 2014-2015, avec des notions comment, évidemment, les bons gestes du quotidien, c'est très important. J'insiste un peu aussi sur le fait que si on a travaillé sur la stabilisation hydrothermique par la qualité du bâti, la position des percements, les aspects bioclimatiques, on réduit les aléas d'un comportement non idéal. Je trouve toujours un peu pénible d'imaginer que nos études de simulation thermodynamique doivent dicter un comportement, c'est un vœu pieux. Donc, soit on automatise et on rend l'usager très dépendant des systèmes, des autorisations, des choses à entretenir, soit on réduit de beaucoup la criticité du geste non optimal. Et il reste néanmoins quelques bonnes choses à faire pour décharger la chaleur la nuit, pour déployer une protection solaire, mais assez simple.
Et les guides d'usage se sont enrichis de notions de qualité de l'air intérieur, de polluants, il y a eu un axe très fort dessus dès le premier projet. On cherche à réduire, voire à annuler, c'est un peu réduire très fortement l'incorporation de polluants au projet, et ensuite de recommander à l'usager de faire attention dans le mobilier et les opérations de nettoyage, qui peuvent en incorporer beaucoup. Ensuite, il y a les questions de cigarettes, de parfums, etc., qui sont prises en compte. On parle de tout ça, on fait un guide un petit peu, qui me paraissait un peu complexe, mais on l'a fait circuler au sein du groupe. Et j'avais déjà dit à Xalis, on va peut-être réfléchir à faire une forme hyper simplifiée, des icônes, des choses qu'on peut aimanter sur le frigo, etc. Et en réalité, le groupe s'était totalement approprié la totalité des sujets. Dans un cadre d'habitat participatif, on avait bossé avec eux pendant plusieurs mois. Donc, je trouve intéressant cette articulation de la qualité du dialogue qui a augmenté petit à petit le fait que le futur utilisateur, habitant, écolier, rentre dans le sujet petit à petit et se l'approprie à ce point-là. C'était assez édifiant, très édifiant. Donc, du coup, on continue un peu sur cette lancée depuis. Et de toute évidence, dans un habitat non participatif où on ne va pas avoir ce parcours-là de complicité, il va réfléchir un peu comment le créer, mais voilà, avec déjà ce qu'on arrive à transmettre avec l'ensemble des acteurs de l'opération, cette question de transversalité tous azimuts, ce document, et ensuite, le temps qu'on va prendre aux explications, autant qu'il faudra au moment où on va se rapprocher de la livraison, je pense qu'on augmentera les taux de succès de prise en compte. D'accord, merci beaucoup, Julien. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Cécile Jolas. Donc, Cécile, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous présenter aussi la plateforme Tipeee? Alors, bonjour à tous. Merci déjà à la Union de la région de l'Aquitaine pour l'invitation. Moi, je suis directrice de développement de la plateforme Tipeee. On est une plateforme technologique bâtiment aménagement durable basée à La Rochelle. Notre cœur de métier, c'est la performance énergétique, la performance environnementale, maîtrise du confort, le numérique. On accompagne l'ensemble de la chaîne d'acteurs, depuis l'industriel, qu'il soit multinational ou petit acteur local, en passant par maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Et sur nos trois composantes principales qui sont l'ingénierie, la formation, le centre de formation, et puis la recherche et le développement, on est reconnu centre de transfert technologique par la région. 25 personnes basées à la recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveaux critères peut-être réglementaires qui ont très certainement évolué, en plus j'imagine avec la crise sanitaire actuelle, ça a dû bouger un petit peu? Alors, effectivement, le thème de la soirée, c'est la transition de la filière bâtiment face à la transition écologique, tout à fait. L'Aéro 2020, c'est un peu l'avènement d'une transition réglementaire qui quand même se fait depuis les années 70. On est parti au début, on était sur l'enveloppe, alors les thermiciens c'était le G, au début on travaillait sur l'enveloppe, et puis après on s'est intéressé à la consommation, donc on a intégré les systèmes énergétiques, et puis après on s'est intéressé au confort d'été, et puis maintenant effectivement on arrive sur le critère carbone, qui est quand même un enjeu structurant, fort. Ça renforce le côté quand même multithématique du bâtiment, c'est-à-dire qu'il faut plus s'intéresser uniquement qu'aux matériaux, qu'au système, mais il faut vraiment avoir une approche globale parce que le carbone, ça touche tout le monde. Le petit acteur local qui va faire son matériau, à celui qui va ensuite le mettre en œuvre, à le concevoir et à le fabriquer avec la composante chantier. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense que ce qui va arriver aussi dans l'évolution, enfin, ce qui arrive dans l'évolution réglementaire, c'est non seulement la composante carbone, mais une autre composante qu'on a un petit peu aussi passée, qui est passée un peu plus inaperçue, et c'est normal, c'est aussi la composante ventilation, qui arrive quand même dans l'Aéro 2020 avec cette obligation de vérification de la performance du système de ventilation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, qui renforce quand même le côté prégnant d'une qualité sanitaire que forcément tout le monde imagine, et qui se renforce encore plus dans le contexte de la crise sanitaire, et qui effectivement un peu aussi cette émergence de le bâtiment un peu dans son approche multicomposant et multisystématique. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit émerger. Et ce qu'on attend, vivement aussi, c'est le futur label qui va arriver, qui va accompagner l'Aéro 2020, qui est en cours de préparation, qui renforcera encore ce côté, puisqu'il intégrera l'économie circulaire, la biodiversité, la qualité de l'air. Donc on voit finalement que là, l'approche bâtiment, elle est plus sur la fameuse consommation énergétique. On est vraiment dans cette prise de conscience que finalement, le bâtiment, c'est un ensemble qui ne va pas travailler seulement sur un aspect.
Donc, les acteurs sont obligés aussi d'actionner forcément leurs différents métiers ensemble. La plateforme, donc justement, promeut aussi la formation, je crois, des professionnels de la filière. On avait aussi un petit peu discuté ensemble de tout l'écosystème, c'est-à-dire que les projets maintenant sont obligés vraiment de s'imbriquer en fonction de leur territoire. Alors, comment ça se passe? Quel est le lien avec Tipeee et puis les projets justement qui sont créés sur le territoire? Justement, enfin, au côté RE2020, on parle de carbone, mais en fait, derrière le carbone, qu'est-ce qui se passe? Le carbone s'intéresse au matériau. Finalement, le matériau, on veut qu'il vienne aussi d'à côté de chez soi ou qu'il soit le moins carboné possible. Donc, finalement, il y a tout l'accompagnement de la filière locale. On parlait de la paille, on parlait du chanvre. Donc, effectivement, on accompagne la filière paille hachée. On a fait un APEX chanvre. Et c'est aussi un enjeu pour ces filières de comprendre les moyens, comment arriver sur le marché, parce que ça, c'est aussi un enjeu de la filière. Aujourd'hui, le gros industriel major, c'est très bien de faire l'APEX, il n'y a aucun problème. Par contre, le petit producteur de chanvre, de paille, il ne sait pas comment faire. Et donc, il y a toute cette acculturation, je pense aussi, et cette, on va dire, dédramatisation dans l'accompagnement vers ces procédures. Nous, on est membre du réseau national d'accompagnement mis en place par le CSPD pour accompagner les TPE, PME vers ces procédures d'évaluation. Ce ne sont pas vraiment des sanctions, mais des gages aussi de qualité pour arriver sur le marché. C'est une étape. Donc ça, c'est très important. Et puis, et à côté, finalement, ancrage territorial, le bâtiment, il ne peut plus être tout seul. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne fait pas un bâtiment ex nihilo sur un terrain. Il est forcément interconnecté à un réseau. Donc, on parle de production d'énergie, avec des communautés d'énergie, qu'on veut énerger. Les usagers veulent aussi, et pourquoi pas être producteurs, en plus d'être consommateurs. Donc ça, c'est un enjeu. Ils veulent manger local, donc c'est-à-dire comment notre bâtiment aussi peut peut-être devenir un centre de production de nourriture avec l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est aussi un piste dans l'évolution. Et puis, il y a aussi toute la composante comment je me déplace, comment je vis, parce que finalement, un bâtiment, ça fait appel à d'autres infrastructures. Les enfants vont à l'école, ils doivent manger, on veut tous des commerces, des possibilités. Donc, en fait, le territoire devient vraiment un enjeu dans la transition écologique. Quand on pense et quand on construit un bâtiment, on peut plus le faire sur une parcelle. Il faut vraiment penser en interconnexion. C'est ça qui est assez stimulant avec cette réglementation qui nous réinvite à penser dans le quartier, dans le territoire, dans l'agglomération dans laquelle on vit. En local, merci beaucoup. En local, et puis s'intéresser justement aux écosystèmes locaux qu'on a à côté de chez soi. Pourquoi pas aussi, ça nous réinvite, on parle d'économie circulaire, on parle beaucoup de neuf, mais la déconstruction et la rénovation, c'est quand même l'enjeu aussi sur la transition écologique. Et quand je déconstruis un bâtiment à côté, est-ce que je ne peux pas récupérer un matériau pour un bâtiment qui se construit en neuf? Aujourd'hui, l'économie circulaire, elle est valorisée dans les RE2020 de façon assez, on va dire, simple. Un produit employé égal à zéro. C'est une super opportunité pour aller chercher un produit qui est juste déconstruit à côté de chez soi et le mettre dans un projet en neuf. Donc, c'est aussi ce qu'on essaie d'accompagner, l'économie circulaire, l'emploi. Et bien un bâtiment, c'est pareil, on rénove, on démolit, pourquoi pas en profiter et construire neuf avec de l'ancien. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. On va passer maintenant la parole à Manuel Barral. Bonsoir et merci à la Maison de Nouvelle-Aquitaine de nous recevoir. Je suis donc Manuel Barral, je suis responsable de développement de Novatec INEF4. Novatec INEF4, rapidement quelques chiffres et nos situations géographiques. Nous sommes 64 salariés sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Notre siège est à Anglette. Nous sommes majeurs maintenant puisque nous sommes nés il y a 18 ans. Nous sommes aussi basés à Bordeaux, pas loin du journal du Sud-Ouest, à Rennes, à Paris La Défense, où j'étais encore aujourd'hui. Et puis, nous avons créé, grâce à notre écosystème, 2 bureaux qui sont à Toulouse et à Lyon, grâce à notre écosystème qui nous a rejoints et qui nous a permis de nous installer dans ces régions, puisque la vocation de Novatec, qui d'abord a été un centre de recherche technologique et maintenant un ITE, un Institut de transition énergétique, c'est de se déployer avec l'ensemble de ses compétences vers l'ensemble du territoire national. Pour cela, il faut avoir des gens qui sont compétents et on est doté aujourd'hui d'architectes, d'ingénieurs, de docteurs spécialisés dans une palette assez large de produits, de solutions, puisqu'on va de la briquette terre cuite ou de la brique en terre à laquelle on va mélanger carrément de la haine de mouton, jusqu'à des systèmes qui sont carrément des systèmes numériques qui vont jusqu'au BIM et qu'on fait évoluer notamment avec des systèmes de gestion de production de chaleur, de réseau de chaleur, etc. Vous voyez, la palette est assez large et au milieu, il va y avoir
la production d'énergie à travers des systèmes qu'on est amené à développer. Et pour ça, nous nous appuyons aujourd'hui sur 3 grands domaines chez nous qui sont le premier, ce qu'on appelle la recherche amont. La recherche amont, c'est quoi? C'est une collaboration avec des équipes communes, ces gens que je vous citais tout à l'heure et qui travaillent avec le secteur universitaire sur des programmes de recherche, des équipements qu'on va partager. C'est du financement région ou État. Et puis ensuite, il y a la recherche aval. Cette recherche aval, elle se fait essentiellement avec des partenaires. C'est-à-dire, on est en B2B avec des privés. Et là, c'est pareil. C'est avec l'ensemble de la filière du bâtiment. Ça peut être le maître d'ouvrage par la start-up jusqu'à l'ITE, jusqu'à l'ETI. Cette entreprise qui peut être amenée à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros. Ça, c'est du financement qui, parfois, puisqu'on est un centre d'innovation, qui peut être accompagné par ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir, dont Novatec porte 10 millions de 2022 à 2024, et qui a comme ambition notamment de venir aider l'innovation par de l'accompagnement à hauteur de 100%. Je prends un exemple assez rapide. Vous avez un investissement qui est de l'ordre de 1 million d'euros, vous avez une idée, Novatec peut vous accompagner en mettant en place une équipe qui va venir monter un dossier, le présenter, et puis ensuite obtenir une subvention qui permettra notamment d'aller jusqu'au bout. Ce genre de choses, nous l'avons réalisé, nous réalisons régulièrement avec des entreprises de toute taille, qui sont start-up, qui sont même des grands groupes avec lesquels on peut être amené à collaborer. Ce système-là est une convergence en fait de feuilles de route qu'il y a entre plusieurs acteurs parfois, et pas simplement un face à l'autre, et qui délègue une réalisation du projet à Novatec INF4, qui en fait va réaliser la R&D en collaboration et qui sera aussi l'équipe qui va piloter, puisqu'il faut justifier, présenter à travers des conventions ce système-là afin d'arriver à des objectifs qui sont performants. Ensuite, pour ce qui est de Novatec, nous avons aussi d'autres activités. Magazine en a parlé, et on se regroupe parfois dans certains domaines qui vont être celui de l'accompagnement à la RE 2020 pour la montée en compétences. C'est aussi celui de la montée en compétences sur la formation, mais on est un acteur important en Nouvelle-Aquitaine puisque nous avons accompagné, et nous accompagnons toujours, la première école de la rénovation énergétique qui s'est ouverte à l'Aquitaine. C'est quelque chose d'assez important. Et sous quelle forme? En fait, nous avions initialement essayé de trouver des solutions qui permettraient à l'apprenant, depuis la formation initiale par la formation continue, de s'accaparer rapidement les technologies nouvelles pour monter en compétences très très vite. Et donc, on est allé chercher les domaines de l'aéronautique et du spatial, des systèmes immersifs, mais aussi tablettes et autres, qui nous ont permis notamment de travailler sur la massification des rénovations énergétiques, mais aussi de travailler sur la maison individuelle par l'accompagnement qui permet un immersif sur des maisons qui vont des années 1950 jusqu'à la RT 2012, apporter cet échange et faire monter rapidement en compétences les gens et les rendre rapidement autonomes pour traiter les problèmes de cet objectif qui est de faire ces 500 000 logements en rénovation qui sont difficiles à obtenir. Et puis enfin, c'est peut-être ce que je vais vous évoquer, c'est la réalisation parfois, même si ce n'est pas complètement le cas, d'un projet qui s'appelle MUGI. Je crois qu'on a une photo justement du projet. Donc, ça vous verrez un peu l'éventail de Novatec. En fait, on est parti d'un constat, vous le savez tous, aujourd'hui, il y a des travailleurs saisonniers qui ont de grosses problématiques, c'est celle du logement pendant la période où ils doivent travailler. C'est encore plus fort lorsqu'on est en zone littorale et quand on est dans des zones de montagne où les sports d'hiver peuvent entraîner ce genre de choses qui font qu'on n'arrive pas à trouver les personnes ou alors elles vont s'héberger très très loin à l'intérieur des terres. Et donc on a imaginé, avec des partenaires locaux, dans cette situation assez tendue
et il me semble que la presse en a fait cas récemment encore sur le Pays Basque, d'apporter des logements saisonniers parce que pas suffisants, mais aussi pour pouvoir aussi les transporter et s'en servir un peu de système un peu itinérant, en aider au niveau littoral, les travailleurs saisonniers aussi dans le secteur agricole, mais aussi dans les parties de haute montagne. Ce que vous voyez là derrière dans mon dos, c'est donc des modules qui sont chacun voués à des fonctions de 15 à 20 mètres carrés pour les modules indépendants associant du logement pour une personne ou deux, qui intègrent des toilettes sèches. Et puis sur 4 modules, toujours un qui est complémentaire et qui va être celui qui portera notamment la partie cuisine, voire douche et autres. Ces éléments-là ont été configurés et réalisés avec des travailleurs locaux, du bois local, des isolants locaux, transportables très rapidement par une remorque qui peut amener ces éléments d'un endroit à un autre rapidement. Et puis aussi d'y intégrer, car c'est la vocation aussi, c'est de s'implanter dans des zones qui ne sont pas forcément viabilisées, là où les communes ont du terrain. Et du coup, on a associé une innovation qui est celle de Novatec, c'est un lombrifiltre. Un lombrifiltre, c'est un système qui associe des lombrils, puis du bois en copeaux, puis un certain nombre de minéraux qui sont disposés d'une certaine façon pour qu'il n'y ait pas de boue et que ça fonctionne en totalité, en autonomie totale. Voilà le genre de solution qu'aujourd'hui Novatec est quand même à même de faire. Et je dirais en une phrase, si on devait cataloguer Novatec, c'est de dire qu'on va de l'idée à la réalisation sur le terrain. C'est passer du laboratoire finalement à la réalisation. C'est ce que l'on aime faire avec des challenges assez importants. Et puis, on s'appuie notamment, comme nos collègues de Tipeee, sur le réseau national, de nos collaborateurs en recherche, qui nous amènent notamment à promouvoir et à augmenter nos compétences, et à travailler sur des thématiques comme celles sur lesquelles notamment nous travaillons au niveau européen, puisque nous sommes notamment un acteur important de ce qu'on appelait historiquement les H20, devenus Horizon Europe, des problématiques qui ont tendance à être étudiées, développées sur 4 années avec des démonstrateurs, et qui ensuite ont cette volonté d'être dupliquées pour donner des résultats sur le terrain et répondre à la transition énergétique qui fait partie de ce sujet de ce soir. Merci beaucoup, Manuel. Est-ce qu'on a des questions peut-être autour des 3 sujets-là qu'on vient d'évoquer ensemble? On a des questions en ligne peut-être aussi? Non? Très bien. Pas de contraintes. Vous évoquez des projets qui ont l'air tous de bien fonctionner. C'est normal. On a envie de tous partager des histoires qui réussissent. Mais où sont les contraintes? Contraintes financières, contraintes techniques nouvelles, contraintes réglementaires, éventuellement freins politiques. Il n'y a pas d'obstacle. Tout marche super bien. Je peux peut-être répondre sur des cas vécus. Très souvent, les gens peuvent avoir plusieurs contraintes. La première, vous prenez une start-up qui veut développer un produit, il n'y a pas forcément un laboratoire et l'ensemble des compétences qu'il lui faudrait pour pouvoir tester et faire évoluer le produit. Ou alors, il le fait, mais en envoyant ça sur des laboratoires qui parfois sont excessivement chers. Ça, c'est une réponse qu'on apporte, nous, à travers nos laboratoires et nos compétences au sein d'Anguette et de Bordeaux. La deuxième, c'est celle que vous évoquiez, qui est très importante, c'est le critère financier. Et c'est là qu'on est capable d'accompagner par le PIA, le plan d'investissement à venir pour relancer l'ensemble de la filière, de venir les accompagner, et notamment, je dirais, de compléter ces essais jusqu'à la mise sur le marché. Et puis, un dernier point qui est quand même très important, c'est quand on est quelqu'un qui innove et qu'on est sur quelque chose qui n'est pas encore trop répandu, même s'il répond à des ATEX, etc., il faut aussi avoir ce premier exemple-là. Et donc, on s'appuie très souvent aussi sur notre écosystème, nos associés, qui sont des entreprises de vocation. Il y a
des collectivités, la région y est, on a des universités, mais on a aussi des bailleurs sociaux, on a des entreprises générales. Et à travers ces entreprises générales, parfois, ou des autres, on arrive à cette start-up lui permettre de faire le premier exemple. Et ce premier exemple, ensuite, se duplique, et ce qui fait que derrière, il peut rentrer plus facilement sur le marché, car évidemment, quand on s'appelle, quand on a un grand nom, il est difficile de pénétrer rapidement le marché. Voilà les différents verrous que nous, alors il y en a d'autres, hein, on est capable d'enlever pour amener ces gens-là et régler quelques problématiques qu'ils peuvent avoir. Merci beaucoup, Manuel. Je crois qu'on a une autre question. Oui, alors on a une question à distance de Marie qui demande, alors je pense à M. Barral aussi, comment s'appelle votre solution de logement éphémère biosourcé et est-ce que ces projets sont réalisés sur le terrain actuellement? Alors, le projet s'appelle MUGI, M-U-G-I. Il a été réalisé avec le département des Pyrénées-Atlantiques. On est en train en ce moment de créer les 15 premiers modules. Et ils seront positionnés bientôt, on est en train de chercher une commune sur la zone littorale. Comme vous savez, Côte d'Azur a quelques petits problèmes de logement. Ça va être le premier cas. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Concernant les verrous, on peut développer encore. En tout cas, on a 2 minutes. On a 2 minutes, alors très rapidement, en tant que praticien, je dirais, du domaine un peu comme ça, conception, porter à terme une idée d'un projet un peu innovante jusqu'à la réalisation dans une activité aussi, à juste titre, normée que la nôtre. C'est certaines gageures. Et il y a un niveau de formation, partage de culture, dialogue qui est particulièrement important. On peut avoir des freins de l'ordre du contrôle technique, on peut avoir des freins de l'ordre de la réaction des pompiers. Il y a un dialogue à instaurer, il y a un virage à prendre, il y a une crispation récemment qu'on peut remarquer. Et de toute évidence, il faut travailler ensemble aux détails techniques, etc. Il faut même aller jusqu'à rassurer ou arriver à retravailler la qualité en chantier. Il n'y a plus de conducteur de travaux compétents, il n'y a plus de personne qui va sur le chantier. Il y a des problèmes dans les filières conventionnelles comme les autres. Actuellement, il y a un gros sujet sur le fait de retravailler cet univers, l'écosystème chantier, la manière dont le projet de conception est transmis, mais aussi l'encadrement sur chantier là. Tant qu'on n'aura pas résolu ça, on n'aura pas rassuré tout le monde. Et voilà, et après ça remonte jusqu'au système d'assurance, tout ça est très lié. Donc, on remarque qu'on arrive quand même à réaliser les choses. Mais vous qu'en fait, le dialogue permet voilà. quand même de... Nous, on l'a remarqué plusieurs fois, on croyait pendant longtemps, au départ des opérations, à poser, à développer un index de cas A ou B. Et jusqu'à aujourd'hui, là on démarre les premiers, nous en tout cas sur un parcours de plus de 8 ans, au final, on a toujours pu éviter. Vraiment, et la bascule s'est faite avec la qualité du dialogue dès le départ, et parfois en allant chercher quelqu'un de très très spécialisé qui nous a aidé à finir de s'approprier une technique ou quoi. Mais vraiment, j'ai plusieurs exemples de cette nature-là. Je rajoute une chose, il n'y avait pas de contrainte, en fait, nous, on n'existerait pas. Si on avait de l'argent, il n'y avait pas de contrainte technique, si la réglementation, il n'y en avait pas, nous, on n'existerait pas, on ne ferait pas le métier qu'on fait. Donc, en fait, la contrainte, c'est notre métier. C'est là d'accompagner ceux qui ont des contraintes et nous aider à donner. Ce qu'on nous dit, je pense, ce qui est intéressant, c'est qu'on présente tous nos succès, nos marches, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une transition dans le filière bâtiment, c'est un moment assumer l'échec, aussi dire ce qu'on n'a pas réussi, ou les difficultés qu'on a eues et comment on les a levées, parce que ça, c'est peut-être pas assez partagé. On essaie aussi de faire des choses de recherche sur, ça c'est beaucoup dans l'industrie. Voilà, et je pense qu'on n'est pas assez communicant. On va tous dans des colloques, des salons, des tables rondes, on dit ce qui a marché, on dit tous les beaux résultats. Mais à un moment donné, je pense aussi pour que les gens y croient et pour que les gens aient envie d'aller vers un petit peu à l'innovation, c'est aussi dire ce qui n'a pas marché, pourquoi, et partager, et être un peu en transparence. Un petit peu aussi cette transition-là qui Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous trois. Merci. On va maintenant passer donc à notre troisième séquence, donc avec un exemple de développement et d'investissement dans la filière industrielle. Je vais donc
appeler Carla Pani, qui est ingénieur recherche et développement chez Rocamat, et puis Christophe Kévo, qui est directeur général Préfatec France. Merci de me rejoindre. Alors, donc, Carla, est-ce que vous pouvez nous présenter Rocamat et puis nous parler de ce fabuleux matériau géosourcé, donc la pierre. Bonsoir à tous. Merci aussi pour l'accueil à la Maison Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je suis ingénieure à la recherche et développement à Rocamat, qui est une entreprise qui extrait, transforme et fait des bâtiments en pierre, donc les fameux géosourcés. Et pour situer un peu dans le contexte, d'ailleurs, merci beaucoup pour les autres interventions parce que c'était assez enrichissant. La pierre dans son environnement, si on peut. Je crois qu'on a une petite photo pour illustrer justement les anciennes carrières. Donc, la pierre existe depuis très très longtemps, donc c'est une ressource millénaire. Rocamat en est l'exemple, mais les carrières en France en sont l'exemple. Depuis 1853, à l'époque de Rocamat, où en fait encore on extrayait les matériaux, les hommes avec leur force en fait. Donc avec des outils manuels, les chevals et les usines étaient juste à côté des carrières. Donc la transformation se faisait dans les locales. Ça, c'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui. Donc, à côté d'une carrière, il y a une usine. La pierre est lourde par définition, donc c'est un matériau naturel, vivant, mais c'est quelque chose qu'il faut transporter. Donc, il faut amener à côté pour pouvoir, disons, la montagne nous donne la ressource, mais il faut aussi l'utiliser. Et ça, c'est un peu l'exemple de la pierre qui s'instaure très bien à l'époque d'aujourd'hui parce qu'on est très très sollicité, dans le sens que c'est un cycle carbone, un cycle d'analyse de vie, pardon, très court. Donc on extrait, l'homme extrait dans des carrières souterraines pour se situer dans la Nouvelle-Aquitaine, emporte ces blocs dans l'usine à côté, qui sont on les entoure entre 20 et 30 km, c'est quelque chose de vraiment très proche. Transforme à l'eau, donc avec des outils avec l'eau, donc des haveuses. D'ailleurs, nos carrières sont sous électrification depuis aussi quelques temps. Donc, c'est peu énergivore. Et après, ces produits-là vont être amenés dans les chantiers, juste à côté, pour faire des bâtiments aussi simples, mais aussi qui sont aussi, moi je dirais aussi monumentaux, parce que la pierre, c'est aussi le matériau de la tradition. Mais comment l'introduire aujourd'hui dans la contemporanéité, avec les réglementations qui changent, avec tout ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Ces matériaux qui peuvent s'utiliser, ils répondent à des normes, à des réglementations comme des autres matériaux, comme le béton, comme le bois, comme l'acier. Donc, il est codifié. Et tout le travail, en fait, c'est de pouvoir aussi faire confiance à nos clients, aux architectes, que ces matériaux peuvent aussi se mettre en place aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose seulement du passé, c'est aussi quelque chose du présent, du contemporain. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est un peu la bonne pierre pour les bons usages, donc c'est un peu ma casquette. Donc, c'est-à-dire mettre au bon moment la bonne pierre au soubassement, à l'élévation. C'est un peu l'exemple des châteaux de la Loire. Donc, nos carrières près des Poitiers sont cet exemple. Ce sont des matériaux très poreux qui sont l'inertie thermique. Parle un peu à tous, c'est les matériaux conservent, c'est la température, donc c'est caractéristique. D'ailleurs, dans nos carrières souterraines, l'hiver c'est un peu comme l'été, donc on a toujours 13 degrés. C'est assez confortable. Et ce confort d'inertie, on le revoit aussi, on le reprend aussi dans les bâtiments. C'est quelque chose qui reste en fait. Dans tous les développements, c'est mettre, disons, en relation les acteurs locaux
qui veulent reconstruire en pierre aujourd'hui. Donc, inscrire ça dans la réglementation actuelle avec des faits de S, du bilan carbone, des normes produits, des essais de caractérisation. Donc, on connaît nos matériaux. Donc, tout ça, c'est un savoir-faire qui, en fait, va derrière aussi des équipes techniques qui connaissent les matériaux, des géologues, des essais assez poussés aussi sur les matériaux, des essais hydriques, hydrotechniques, tout ce qu'en fait on peut faire sur les autres matériaux, on peut le faire sur la pierre. Voilà. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est quoi l'axe? C'est un peu, moi, je dis toujours que le développement, c'est un peu le moteur de l'entreprise parce que ça donne l'image aussi que ça ne va pas s'éteindre, en fait. C'est aussi, voilà, utiliser les matériaux, donc parler, c'est qu'on a dit tout à l'heure aussi, dialoguer avec les contrôleurs techniques, les acteurs des laboratoires, les CSTB, toutes les filières, en fait, qui sont un peu restées à l'époque, disons, post-guerre, où, en fait, le béton a pris le pas parce qu'il fallait reconstruire très vite, sans oublier un peu ce qui était fait avant. Si on regarde Paris ou Bordeaux, ils sont construits en pierre. On pourrait dire, mais comment ils ont fait? Aujourd'hui, on se demande, mais comment ils ont fait? Alors que c'est une tradition ancrée, écrite, qu'on peut retranscrire encore, on peut encore remettre en place. Et donc ça, c'est un peu le développement aussi, c'est-à-dire accès, reprendre, voilà, revoir aussi les matériaux naturels. On doit lier les bois à la pierre, on travaille sur des latex, des techniques, aussi l'acier, l'assemblage. On a besoin d'assembler les matériaux, tout dans cette démarche de transition en fait dans laquelle on est inscrit tous, donc des réponses qu'on est obligé à donner à nos clients au bureau de contrôle pour que voilà, on soit dans ces critères d'essai carbone donc, de la nouvelle réglementation. Mais c'est aussi, moi je dis aussi toujours que c'est aussi adapter. Pas trop adapté, mais la réglementation avec les matériaux sans tuer l'architecture. Parce que des fois, on essaye aussi de concevoir des bâtiments qui sont en béton, hein, qui ont une validité, en mettant de la couleur pierre. C'est pas comme ça, c'est un travail vraiment en amont. Des conceptions jusqu'à l'exécution, et ça c'est tout le travail aussi du développement, de l'innovation, de la recherche aussi. Hein. Aujourd'hui, même les affaires de la recherche s'y intéressent encore plus et ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on peut venir visiter vos carrières? Est-ce que vos matériaux peuvent se réemployer? Oui. C'est ce que j'allais vous demander, c'est un matériau aussi extrêmement durable. Donc, c'est extrêmement durable, donc on a des cycles de vie qui vont jusqu'à 100 ans. Voilà, donc c'est quelque chose. Moi, je travaille aussi dans l'entretien, dans les expertises, où on voit aussi les défauts du matériau, c'est-à-dire on dit oui, mais ces bâtiments-là, où ce dallage est impropre parce que le matériau est devenu moche sans comprendre. Si on regarde après tous les bâtiments, c'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure, où en fait la pierre reprend sa vie, hein, c'est matériau vivant, donc ça reprend sa vie. Il ne faut pas trop lui faire violence, mais il faut juste voilà, le réutiliser dans l'ordinaire, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu utilisé dans l'exotique, disons l'inusuel, ou dans des plaques minces, des façades ventilées, où rien, même les dessins, a plus d'harmonie, alors que déjà le matériau donne son harmonie. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire. Qui est déjà en cours, qui est déjà en cours, oui. Les laboratoires de recherche quand même. Oui. Comment ça s'y intéresser, voilà. Comment c'est un dialogue. Et avant, et tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, Cécile, par rapport aux freins aussi, nous, on a beaucoup de contraintes. Dès qu'on présente un projet en pierre,
on a la contrainte financière, on a la contrainte de la place, parce que des fois, il faut faire des murs très épais sur des surfaces petites, les prix explosent. On a beaucoup de contraintes. Mais c'est au commencement des dialogues. Ça commence voilà, à faire évoluer un peu. À faire évoluer les choses et à redonner sa place. Très bien, merci beaucoup Carla. On va maintenant laisser la parole donc, à Christophe Kivot, qui est donc, le gérant de Préfatec. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Préfatec et justement des choses que vous mettez en place, vous aussi, pour participer à cette transition écologique en tant qu'industriel? Merci, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Préfatec France, c'est une industrielle pour le bâtiment, puisque nous fabriquons des réseaux électriques et aéros pour la construction d'œuvres. C'est une entreprise de un peu moins de 50 personnes, avec évidemment un peu d'études intégrées, et basée en Charente, à côté d'Angoulême. Comment, en tant qu'industriel, les produits préfabriqués de réseau, comment on peut contribuer à la transition écologique? Si c'était possible, peut-être de faire voir un exemple de nos produits, peut-être que ça soit plus explicite. Je vais prendre l'exemple d'un produit qui est la gaine technique préfabriquée. La gaine technique préfabriquée, c'est l'arête dorsale des réseaux d'un bâtiment, qui va collecter et distribuer les différents fluides dans les logements. Ce produit que vous voyez projeté, préfabriqué, donc c'est une gaine technique étage, comporte à peu près une vingtaine de composants que l'on ne fabrique pas nous-mêmes, que l'on transforme un petit peu, que l'on achète. Et je vais prendre l'exemple sur trois composants. Et je ne me suis pas amusé à ça, parce que c'est vraiment réel. Et j'ai regardé le nombre de kilomètres que faisaient ces trois composants pour arriver sur le site industriel de consommation que nous représentons. En passant par des plateformes incessantes, du fabricant vers des plateformes, qui après jusqu'à nous, entre guillemets, de façon traditionnelle. Et donc ces trois composants, ils parcourent 2700 km. On attend un. Et donc, en tant qu'industriel, nous, on va travailler au niveau des sources d'approvisionnement des différents composants en local. Et les contraintes, on parle des contraintes, c'est aussi d'accompagner les industriels de proximité pour développer et produire à 5 km de chez nous, en utilisant des transits et du packaging, zéro packaging en fait. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, on réduit vraiment les circuits. Et alors, on n'est pas encore dans l'idéal, hein, mais ces trois composants, maintenant, font 900 km. D'ailleurs, 3 fois moins, c'est déjà une étape. Voilà un petit peu notre participation. Et je pense que moi, j'arrive de là, ça fait 6 ans que je suis dans le BTP, le Préfatec France, et j'arrive d'un groupe industriel mondial, et j'ai quand même été, alors, les industriels ne sont pas forcément des exemples, mais j'ai quand même été surpris je passe par Paris pour aller à Marseille. Et les composants, c'est l'horreur. Donc moi, effectivement, Préfatec, par rapport à tout ce qui vient de se dire, on se positionne nous, c'est des produits qui, notre raison d'être, c'est de donner de l'efficacité en installation sur chantier. On raisonne, Préfatec, ce qu'on peut apporter, c'est nos produits, c'est la vie du chantier. Donc, on facilite l'installation, on facilite, on capte le produit et le respect des normes aussi. On améliore le temps de passage chantier, voilà, dans la construction.
Ça, bon, on pense savoir-faire, mais si effectivement on n'a pas un raisonnement de transition écologique et de bonnes pratiques, on aura beau, c'est très bien, hein, c'est notre pied à l'édifice, on utilisera des matériaux biosourcés, etc. Enfin, tout ce qui vient de se dire avant, c'est très bien, mais si pendant le chantier on produit mal par rapport à la transition écologique, ça va être quand même un peu compliqué. Et c'est des contraintes qui sont on est au début, hein. C'est vraiment pas tout le temps dans les mœurs. Et je vais prendre après un deuxième exemple sur ce produit-là, qui est un produit qui est assez volumineux, hein, parce que ça correspond à un étage en fait. Hein, voilà. C'est sur l'emballage. Et alors l'emballage, moi j'ai dans l'industrie générale, que ça soit un fournisseur vers un client, c'est deux industriels, on utilise beaucoup d'emballages réutilisables. Réutilisable, c'est-à-dire que c'est pas à fond perdu, hein, on le jette pas. Après, il y a une autre contrainte, c'est-à-dire qu'il faut le ramener, et si on le ramène avec bien étudié, empilé, avec beaucoup moins de poids ou de place dans le camion, c'est effectivement une contrainte. Malgré tout, aujourd'hui, on voit les déchets, il y a des gros efforts qui sont faits, mais on voit les déchets sur le chantier, c'est pas mal quand même, hein, et il y a des gros efforts, hein, il y a vraiment une prise en compte qui a été faite. Et pour moi, le produit industrialisé, comme vous le voyez là, c'est un exemple, va favoriser justement la réutilisation des emballages réutilisables, c'est-à-dire l'emballage acier par exemple, qui revient après chez nous, au lieu de jeter le bois qui a servi à l'emballer. Alors c'est des petits exemples, mais on est quand même au balbutiement de ça. Et moi, ce qui fait plaisir depuis au moins à peu près un an, c'est que les chantiers importants, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, en France, on voit quand même qu'il y a une grosse sensibilisation à ça et aux déchets, et non plus, qui était la grosse contrainte auparavant, il y a encore 2 ans ou 3 ans, c'était combien je vais gagner. Ça, c'est ce que nous disait notre client. Je ne suis pas sûr que tu vas gagner sonnant et trébuchant, mais il faut que tu changes ton mode de calcul un peu. Et maintenant, effectivement, on pose cette question-là, mais ça coûte les déchets, et donc réutiliser un emballage paraît de bonne loi et de bon sens, et le produit industrialisé va le favoriser. Parce que, encore une fois, un produit industrialisé assemblé, comme vous avez vu là, sur, je dirais, des modes traditionnels, c'est 20 composants qui sont en diffus et qui arrivent sur le chantier. Pour faire l'emballage réutilisable, c'est plus compliqué. Quand on les assemble entre eux, c'est déjà plus favorable. Je pense que ça peut être intéressant et porteur. Et puis, le dernier point, s'il n'y a pas de question, c'est que moi, je parle du chantier vers mes clients, mais l'industriel aussi doit participer dans sa production journalière à la transition écologique. Et ce produit-là que vous avez vu, au Préfatec, on est en train de faire une nouvelle usine, en fait, hein, pour le fabriquer. Et donc, effectivement, on pense alors pas de l'autoconsommation de l'usine, mais en tout cas, il y aura du photovoltaïque. À prendre des engagements, voilà, quand même, exactement. Et je pense que ça, dans l'environnement. c'est aussi un point important. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. De rien. Est-ce qu'on a des questions? Petite question pour monsieur. Oui. Les décisions que vous avez prises proviennent de constats que vous avez faits dans le cadre, au moins à l'origine, de la bilan carbone. C'est une logique de ce type-là qui vous a emmené à trouver les points sur lesquels vous pouviez avoir une marge de manœuvre, qui est changer votre supply chain. Exactement. Et puis avoir un impact sur votre partie aval avec le changement des emballages. Alors, au départ, je ne peux pas vous dire que c'était pas le prioritaire, mais ça aidait vraiment, et même en coût. Parce que, par exemple, quand on achète les produits directement au fabricant, et en plus, s'il est à côté de chez nous, ou alors on l'aidait à ce qu'il soit à côté de chez nous, ben c'est quand même mieux que rien qu'en coût déjà, pour nous, c'est moins. Déjà.
Et donc, et en plus, on ne balade pas dans toute la France pour qu'ils reviennent au point initial. J'exagère un peu, mais donc, les deux, en fait. Les deux avec effectivement un gain de départ de logistique non négligeable. Et la partie emballage, c'est presque pareil, en fait. Parce que il y a déjà une attention beaucoup plus importante de nos clients, les majors, hein, notamment, dans la construction en France. Il y a, quand on transporte des produits qui sont quand même volumineux, la partie logistique et l'emballage et un coût fort qui peut représenter 15% du prix de revient du produit. Donc, nous y travaillons et en bonne intelligence, en avec des méthodes qui sont utilisées dans l'industrie. Encore une fois, le produit industriel, pour moi, évidemment, il en tue un. Donc, va favoriser cette optimisation du packaging et des packaging réutilisables, enfin. Une question. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une politique RSE, en fait? Parce que ça peut valoriser justement auprès des... Enfin, voilà, Donc, on a une politique RSE au sein de l'entreprise, mais là, on l'a un peu transporté à nos produits et aussi vers la politique RSE de nos clients. C'est ça. C'est ça. Et alors là, moi, je vois un changement notoire depuis 1 an et demi. Parce que des décisions de marché, de produits, d'achat, vont peser, et tant mieux, vont presque peser plus que la qualité intrinsèque du produit, en fait, hein, la partie RSE. Alors ça, c'est un changement qui est extraordinaire. Donc, vaut mieux y être. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé. Donc, les personnes présentes ce soir avec nous en direct et puis les personnes qui nous ont regardés en ligne. Merci à nos intervenants et puis surtout à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour nous avoir accueillis ce soir. Merci.